Le cow-boy reçut 5 coups en défendant la jeune Apache, mais lorsqu'il reprit conscience, 3 femmes Apaches se tenaient devant lui. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Meritai était en haute montagne depuis l'aube, vérifiant ses pièges avant que le temps ne se gâte. Il chevauchait avec la concentration silencieuse d'un homme habitué à survivre seul, non par choix, mais parce que des années de perte avaient rendu le silence plus supportable que les paroles. À 39 ans, il portait plus d'histoires qu'il n'en avait jamais parlé. Sa femme et son fils étaient morts de fièvre 6 hivers auparavant, dans une colonie à l'est de la chaîne des San Juan. Après les avoir enterrés, il avait quitté la ville, les pierres tombales et ce qu'il restait de son nom. Depuis, il vivait de la vente de peau, du piégeage et en restant dans les terres inoccupées près de la frontière du Nouveau-Mexique. Il ne cherchait pas les ennuis. Ce jour-là, son seul objectif était de relever ses derniers pièges avant la première neige, de ramener sa mule à la cabane du bassin et de rester en avance sur le froid. Les environs étaient secs et ouverts cet après-midi-là. Les lits de ruisseaux réduits à des bandes de boue claire et des pierres éparses. Les animaux s'étaient réfugiés dans les bois plus épais, et la lumière déclinait plus vite qu'il ne l'aimait. Ses côtes lui faisaient mal à cause d'une ancienne fracture qui ne s'était jamais bien ressoudée, et son manteau sentait la fumée et la résine de pin après avoir accommodé une déchirure la veille. Il pensait à la distance, pas aux gens, quand il entendit des bruits de pas précipités contre les rochers et le souffle haletant d'une femme, comme si elle venait de recevoir un coup. Il stoppa son cheval et tendit l'oreille. Pas de coup de feu, pas de cri, juste un cri bref interrompu. Pas un animal, pas un accident, la peur humaine. Il attacha sa mule à une branche de cèdre et descendit sans hésiter, son esprit évaluant déjà les risques. Piège possible, conflit entre colons, ou autre danger. Mais le cri venait d'une seule voix. Mérite descendit vers le lit sec du ruisseau, fusil en main, bottes silencieuses sur la terre. Il resta bas derrière les buissons et aperçut, en bas, 3 hommes blancs dans le lit du ruisseau, type de colons rustiques. L'un tenait une corde, un autre un couteau, et le troisième s'appuyait sur son fusil comme pour garder quelque chose. Entre eux se tenait une jeune femme Apache, dos contre un rocher. Sa robe était déchirée au niveau d'un sein et de l'épaule, sa lèvre gonflée. La façon dont elle se tenait montrait qu'elle avait été frappée plusieurs fois. Pieds nus, frigorifiée, acculée. Mérite ne connaissait pas son nom, ignorait comment elle avait été capturée ou depuis combien de temps elle fuyait, mais il reconnut dans son regard celui de quelqu'un qui tentait de cacher sa peur pour éviter d'aggraver la situation. Sa mâchoire se contracta. Il avait déjà vu ce genre de situation, des hommes prenant ceux qu'ils pensaient pouvoir vendre ou échanger sans conséquence. Il n'eut aucune patience. Il ne donna aucun avertissement. Il entra dans le lit du ruisseau et tira une fois, net et précis. L'homme avec la corde s'effondra avant que les autres ne réagissent. Celui qui tenait la femme se retourna pour saisir son couteau, mais Mérite n'attendit pas. Il avança, et le cul du fusil heurta violemment la mâchoire de l'homme, qui tomba sonné. Le troisième fonça sur lui plus vite que prévu et le frappa aux côtes avec un couteau. La brûlure de la lame traversa manteau et peau. Mérite grogna, pivota et asséna de nouveau avec le fusil, frappant l'homme à la tempe. L'homme tituba, mais porta un autre coup, cette fois à son flanc, avant de tomber à genoux. Son visage ensanglanté, il tenta de se relever en frappant à l'aveugle. Une dernière entaille ouvrit son dos près de l'épaule. Mérite le neutralisa avec assez de force pour mettre fin au combat. Mais le dernier, ensanglanté et paniqué, réussit un dernier coup sous ses côtes avant de fuir en courant dans le lit du ruisseau. Le monde s'assombrit pour Mérite lorsqu'il tomba à genoux, le sang réchauffant le tissu de son côté et de son dos. Il posa sa main sur une plaie et força sa respiration par les dents serrées. Il réalisa que 5 entailles, c'était déjà beaucoup. Si le saignement ne cessait pas, il ne sortirait pas du lit du ruisseau. Il entendit un mouvement doux et tourna la tête. La femme était déjà à ses côtés. De près, il vit la saleté sur sa joue, le bleu sous son œil et son épaule tremblante. Elle tentait de rester immobile. L'encolure de sa robe déchirée tombait bas sur sa poitrine, une bretelle presque complètement détachée, mais elle ne la retira pas et ne montra aucune gêne. Elle posa sa main sur son flanc avec force, et Mérite grimaça pour ne pas la repousser. Lorsqu'il essaya de se lever, ses jambes fléchirent et son souffle se coupa. Il pensa à son cheval, à son fusil et à la mule, à leur distance, et à s'il pourrait les atteindre avant de s'évanouir. Puis il comprit qu'elle le tirait par le bras sur son épaule,
le guidant vers la crête. Plus petite mais déterminée, elle portait son poids avec plus de force qu'il ne l'imaginait. Il tenta de marcher, mais sa vision vacillait. La douleur à ses côtes pulsait à chaque pas. Après 20 pas, il ne distinguait plus où commençaient et finissaient les arbres. Il réalisa avec pragmatisme que si elle le menait vers un autre danger, il ne serait pas en état de se battre. Mais s'il restait là, il mourrait avant la nuit. Il ne se souvint pas d'avoir perdu connaissance, juste de la sensation de son épaule sous son bras et du sol qui tanguait. Puis, le noir. La femme s'appelait Sana. Elle voyageait seule depuis 3 jours, se cachant dans des buissons et des abris abandonnés après avoir été séparée de son peuple. Son oncle et sa petite bande avaient été repoussés vers le nord plusieurs semaines plus tôt, et elle ignorait qui était encore vivant. Les hommes qui la poursuivaient l'avaient rattrapée près des contreforts ce matin-là. Elle avait couru jusqu'à ce qu'il la maîtrise et déchire sa robe pour la retenir. Elle n'avait pas crié longtemps, crier n'avait jamais aidé. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un étranger vienne à son secours. Il se souvenait de la sensation de ses pas traînants et du bruit du tissu qui se déchirait lorsque la femme l'avait redressé. Il se souvenait de quelqu'un le soutenant quand ses jambes avaient fléchi. Et, dans les instants avant que l'obscurité ne l'emporte, il avait pris une décision claire. S'il survivait, il ne la laisserait pas mourir. Sana ajusta une des bandes de tissu sur son côté. Aoi s'approcha alors et vit l'ampleur des blessures. 5 coupures traversaient ses côtes, son épaule et son dos, dont une plus profonde qui continuait de saigner. Elle croisa le regard de Sana au-dessus de lui, comprenant ce que cela signifiait. S'il mourait, elle se retrouverait seule à nouveau. S'il survivait, elle ne saurait pas quel genre d'homme il était avant qu'il puisse se relever. « On reste pendant le deuil », murmura Aoi. « S'il respire encore, on décidera ensuite. » Sana acquiesça légèrement et ajouta du bois au feu. Théa était allongée près du mur arrière, la tête sur une couverture pliée, mais les yeux restaient ouverts. Ses doigts effleuraient une cicatrice de brûlure sur son bras comme si c'était la seule chose familière qui lui appartenait encore. La nuit s'étira. Mérite sombra dans un sommeil plus profond, son corps luttant pour rester au-dessus du seuil critique de perte de sang. Vers l'aube, il tenta de se tourner sur le côté et une douleur aiguë traversa sa poitrine. La main de Sana s'abattit fermement sur son épaule pour le maintenir immobile. Dans la lumière grise précédant le lever du soleil, il s'éveilla. Il n'ouvrit pas les yeux tout de suite, préférant écouter le crépitement du feu bas, des respirations douces, le froissement du tissu lorsque quelqu'un bougeait. Son côté lui faisait mal comme si du sable brûlant avait été versé dans sa plaie. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'il vit fut la femme de la rivière assise près de lui, les cheveux détachés sur les épaules, la bretelle déchirée de sa robe tombant assez bas pour qu'il aperçoive le bord de son sein avant qu'elle ne relève la couverture, non par honte, mais pour se protéger du froid. Il regarda au-delà d'elle et aperçut 2 autres femmes, toutes 2 le surveillant. Aucun signe de panique dans leurs yeux, juste de la prudence. Elle s'attendait à ce qu'il soit conscient maintenant et ignorait ce qu'il ferait. Lui non plus. Pas encore. La gorge sèche, il parla d'une voix basse et monotone, « Tu retires le couteau ». Sana l'examina puis hocha la tête. Il grimaça en essayant de se redresser, tandis qu'elle s'approchait sans le toucher. Il sentit le poids des couvertures, le sang séché et dur contre sa peau, et l'air froid glisser par les interstices du toit. Il regarda de nouveau Sana. « Tu étais seule quand je t'ai trouvé ?» Elle hésita une demi-seconde, non pour mentir, mais pour mesurer combien de vérité livrer à un homme qui avait tué et failli mourir sans demander son nom. Puis elle répondit, calme et ferme, « Plus maintenant ». Il la laissa dire cela, ses yeux glissant vers la porte puis vers son manteau au loin. Il ne demanda pas où était son fusil. S'ils avaient voulu l'utiliser contre lui, il l'aurait déjà fait. Il reposa sa tête contre la couverture roulée, respirant superficiellement. La douleur pulsait, mais était supportable pour le moment. Ce qui ne pouvait être ignoré, c'était la réalité devant lui. 3 femmes, aucune arme autre qu'un couteau, pas de nourriture en vue, et aucun endroit sur une journée de marche. Il ignorait ce qui allait suivre, mais une chose était claire. Il n'avait pas saigné 5 fois pour les abandonner maintenant. Et elle le voyait dans son silence. Mérite resta immobile plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu, non par peur des femmes, mais parce que se redresser trop vite pourrait rouvrir ses blessures. Chaque respiration tirait sur les bandages serrés autour de ses côtes. Il avait besoin d'eau, de bouger ses bras, de retrouver son équipement et de comprendre qui étaient ces femmes et quel danger pouvait les suivre.
Sana l'observait sans parler, assez proche pour intervenir si jamais il s'évanouissait à nouveau. Ses cheveux étaient emmêlés, tombant sur une épaule, masquant partiellement la bretelle déchirée et un bleu sur sa clavicule. Le sang sur ses bras n'était pas lavé, séché ou étalé, pas tout à lui. Il tenta de bouger ses jambes, de se caler sur un coude. La douleur le transperça, mais ne le fit pas sombrer. Il grogna et força davantage. Aoi s'approcha du feu, prête à le soutenir sans le toucher. Il réussit à s'asseoir contre le mur de l'abri, respirant profondément, scrutant l'espace autour de lui. La porte, les coins, le feu, la fente du toit laissant passer l'air froid. Puis il regarda les 3 femmes. Il voulait leur nom avant tout. « D'autres viennent ?» demanda-t-il, voix basse mais plus claire. Ali comprit assez l'anglais pour répondre par un simple signe de tête, « Seulement nous ». Il observa chacune d'elles, notant leur âge, leur regard affûté, la fatigue sur Théa, les traces de marche. Il questionna Sana sur l'homme qui s'était enfui, « Il va ramener du monde ?» Elle répondit sans ciller, « S'il survit et trouve de l'aide. » Mérite hocha la tête, c'était la même inquiétude. S'il atteignait son camp, d'autres hommes viendraient, soit pour se venger, soit pour finir ce qu'ils avaient commencé. Il désigna le coin arrière, son fusil appuyé contre une poutre, nettoyé mais non chargé. Son manteau à côté, sa chemise pliée, son couteau et sa ceinture de cartouches près du feu. Rien n'avait été pris. Il questionna Sana sur son cheval et son mulet. Ils étaient toujours attachés près de la rivière, un risque qu'il fallait gérer avant de partir. Un plan s'installa rapidement. Sana couperait du bois et porterait de l'eau, Aoi suivrait et s'occuperait des animaux, Théa aiderait à porter les couvertures et le nécessaire médical. Mérite préciserait les itinéraires et surveillerait les mouvements ennemis. La confiance se construisit sans paroles superflues. La survie dépendait de chacun. Ils quittèrent l'abri à l'aube. L'air mordait, la lumière était faible, mais Mérite réussit à marcher malgré ses blessures, soutenu par les femmes et préparé à tout imprévu. Les animaux suivirent, attachés, le ravitaillement prêt. Le chemin serait long, dangereux, mais l'unité formée autour de lui et de leur détermination mutuelle leur donnait une chance de survivre. Il se souvenait de la sensation de ses pas traînants et du bruit du tissu déchiré lorsque la femme l'avait redressé. Il se rappelait quelqu'un le soutenant quand ses jambes fléchissaient. Et dans les instants avant que l'obscurité ne le gagne, il avait pris une décision nette, si jamais il faiblissait. Aoi ouvrait la marche, scrutant la crête et l'étendue de broussailles qui descendaient vers le lit du ruisseau. Ils ne reprirent pas le chemin direct à travers le lit du torrent. Mérite les guida vers l'est, le long d'une coupe rocheuse où les traces se verraient moins nettement. Au début, ils marchèrent lentement. Mérite tenait la corde des mules pour stabiliser ses pas. Chaque montée lui piquait la vision aux extrémités, mais il continua à avancer. Sana posa une main sous son bras lorsqu'il trébucha. Il ne la remercia pas, mais ne la repoussa pas non plus. Ils progressèrent en silence jusqu'à ce que le soleil perce enfin le voile nuageux d'une lumière pâle. Mérite s'arrêta alors et regarda le chemin qu'ils avaient parcouru. « Si quelqu'un nous suit, dit-il, ils chercheront le sang. Nous en avons laissé sur le chemin. » Aoi regarda le sol. « Le tien ?»« Un peu, admit Mérite, assez pour qu'on puisse nous suivre si quelqu'un est proche. » Sana tira un morceau de tissu de sa ceinture, issu de l'ourlet déchiré de sa robe, et le trempa dans la gourde que t'apportait. Elle essuya les pierres derrière eux là où des gouttes étaient encore visibles. Titrassa ensuite des branches sur la terre où les empreintes étaient trop profondes. Mérite s'appuya contre la mule jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Sa respiration était faible mais régulière. On aurait pu croire qu'il craignait l'effondrement plus que la poursuite. Il ne le faisait pas. Il s'était déjà effondré dans des lieux pires, mais il ne se laisserait pas tomber tant que les femmes seraient sur un terrain exposé. Quand Sana revint à ses côtés, il parla à nouveau, plus par besoin de clarté que par politesse. « Si je tombe ici, ne tente pas de me relever. Tu prends le bétail et tu continues à marcher. Ne gâche pas l'occasion. » Elle le fixa lentement, impassible. « Tu tombes et tu respires encore. »« Nous ne te laissons pas. » Il ne répondit pas, mais ses mâchoires se crispèrent. C'était un homme habitué à mourir seul si le destin l'exigeait. En fin de matinée, le paysage changea. Moins de rochers, plus de pins rabougris et d'herbes sèches. Mérite connaissait chaque tournant de cette région, chaque colline menant à un ravin, chaque piste d'animal entre les crêtes. Il avait posé des pièges ici pendant des années.
On pourrait se demander comment un homme comme lui avait fini isolé, sans personne l'attendant chez lui. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais cela se voyait dans sa façon d'éviter de fixer l'horizon trop longtemps. Ta posa enfin la question que personne n'osait, ta femme est morte, et ton garçon? Mérite ne ralentit pas sa marche. Elle ne dit rien de plus. Sana ne le regarda pas, mais quelque chose dans son expression changea. Reconnaissance, pas pitié. Ils atteignirent un lit de ruisseau étroit avec juste assez d'eau pour remplir à nouveau la gourde. Aoui vérifia les traces dans la boue. Vieille de 2 jours, sans bottes ni chevaux. Cela soulagea un peu la tension autour des yeux de Mérite. Ils se reposèrent juste assez pour qu'il reprenne son souffle. Quand il s'assit sur un rocher bas, son dos se raidit et son visage se crispa jusqu'à ce que la douleur se stabilise. Sana s'accroupit devant lui et vérifia le pansement sous sa veste sans demander la permission. Il ne sursauta pas lorsque sa main pressa le bord de la plaie, mais grogna légèrement lorsqu'elle le retoucha. Le col de sa robe déchirée bougea lorsqu'elle se pencha. Le tissu tombait encore sur sa poitrine là où la bretelle avait craqué quelques jours plus tôt. Il détourna le regard par discipline, pas par gêne, mais il ne fit pas semblant de ne pas avoir vu. Lorsqu'ils atteignirent le bassin ouvert, il lui parla. Reste près des rochers. Ma cabane est sur la pente. La fumée ne se voit que si le vent change. Ali observa son visage, mesurant son sérieux. Elle avait douté plutôt de faire confiance à un homme du pays sans famille, mais sa connaissance du terrain était trop précise pour être feinte. En début d'après-midi, les nuages s'épaissirent et les premiers flocons de neige tombèrent, fins et secs. Les oreilles de la mule frémissaient à chaque rafale. Ti marchait tête baissée, main dans les manches de sa robe, frissonnante mais silencieuse. Une question persistante était dans l'air. L'homme qui avait fui avait-il survécu assez longtemps pour élever quelqu'un? Mérite y répondit lorsqu'ils atteignirent une crête. Il avait la tête coupée et saignait abondamment. S'il s'en sortait, il lui faudrait une demi-journée pour atteindre le camp minier au sud. Puis il ajouta, si mes amis y croient, ils viendront lentement. Les hommes ne chassent pas par ce temps, sauf s'il y a raison. Ils continuèrent prudemment vers la cabane qu'ils désignaient derrière une ligne de rochers, avec un ruisseau à proximité. La neige commençait à recouvrir le dos de la mule. Mérite s'assura que l'abri était sûr avant de laisser les femmes entrer. L'intérieur était silencieux mais habité. Poussière au sol, braise éteinte dans l'âtre, couverture pliée sur un lit étroit. Les femmes inspectèrent chaque recoin avec prudence, prenant conscience que ce lieu était construit pour un homme, pour une vie solitaire. Mérite alluma un feu avec Aoui. La chaleur fit remonter la vie dans la pièce. Sana vérifia à nouveau sa plaie, nettoyant et refaisant le pansement avec soin. Ils partagèrent un repas frugal, viande séchée réhydratée, café de blé dans une tasse de fer-blanc, un biscuit chacun. Rien de luxueux, mais suffisant. Les blessures et la fatigue étaient palpables, mais chacun faisait sa part pour la survie. Mérite montra les provisions cachées sous un plancher, préparées pour 3 semaines. Les femmes comprirent sans poser de questions. Ici, la survie était un choix, pas un hasard. La nuit, ils montèrent la garde par rotation. Mérite restait vigilant malgré la douleur, réveillé par le moindre bruit. Le matin, il sortit vérifier la crête. Aucun signe d'intrus. L'eau de la source sous la glace apaisa la douleur de sa tête et il retourna à l'intérieur pour se reposer un peu plus, surveillé par Sana et Aoui. Les décisions étaient partagées. Sécurité et mouvement dépendaient de leur jugement collectif. La neige continuait de tomber, mais à l'abri, ils n'étaient plus exposés. La survie n'était plus une chance, mais un choix conscient. Ils restèrent attentifs, sondant l'air autour d'eux. Combien de temps pourraient-ils tenir ainsi? Suffisamment longtemps si personne ne les forçait à partir. Ali n'avait pas encore fini de l'observer. « Tu comptes que nous partions quand tu seras remis ?» Il croisa son regard et répondit droit, « Je ne prévois pas que vous partiez. Je prévois que nous ne soyons pas chassés d'ici. » C'était la première fois qu'il disait « nous ». Ils ne le remercièrent pas, mais quelque chose changea dans l'air, moins d'incertitude, plus de disposition. Sana fit la même chose que la veille, vérifia sa respiration, pressa le tissu pour arrêter le saignement, et une fois satisfaite, s'assit sur ses talons. Sa robe glissa à nouveau, laissant apparaître l'épaule là où la couture était déchirée. Cette fois, il ne détourna pas le regard, juste assez pour montrer qu'il avait conscience de la situation. Elle le vit, comprit et ne bougea pas pour se couvrir. Elle demanda simplement «
Tu as du tissu ou des vêtements en plus. Ce n'était pas par pudeur, mais par pragmatisme. La robe qu'elle portait ne tiendrait plus longtemps. Il désigna un coffre près de la couchette. À l'intérieur, des vêtements pliés, de vieilles chemises, des pantalons, un manteau en laine devenu trop petit et des chutes de tissu accumulées au fil des ans. Sana prit ce dont elle avait besoin, rien de plus. Aoi fit de même. Ta déplia une petite chemise en laine et la pressa contre sa poitrine, comme incrédule. Peut-être que certains se demandaient si leur séjour dépendait de l'état de sa blessure. Il aborda ce point sans qu'on le lui demande. « J'ai enterré ma famille sur ces terres. Personne ne vient, dit-il doucement. Je ne suis pas venu ici pour mourir, mais je n'attendais pas non plus de compagnie. Si vous restez, vous vivrez près de mon feu, comme moi. Aucun homme ne vous touchera ici. Aucun traître ne viendra sans mon accord. » Ali l'étudia, et s'il y avait des revendications, il regarda. Sana droit dans les yeux. Quiconque prétend que nous sommes sa propriété ira rejoindre la terre. Pas de menaces, pas de vantardise, juste une règle. Sana vérifia le verrou de la porte tandis qu'Aoi calfeutrait un courant d'air avec un morceau de tissu. Ta remuait des haricots dans un pot trop grand pour sa main. Ils ne parlèrent plus de partir. Dehors, la neige tombait encore. À l'intérieur, ce refuge, bien que fragile et récent, prenait racine. L'homme qui avait saigné pour eux ne restait plus à l'écart, il était avec eux. L'après-midi, la neige s'atténua et le vent faiblit, si bien que les murs ne grinçaient plus. Le feu de la cheminée gardait sa chaleur, et pour la première fois depuis leur rencontre, l'air n'était plus dominé par la peur ou la hâte. La mule et le cheval se nourrissaient à l'abri, et aucun cavalier n'avait été aperçu. Mérite, assis à la table, réparait son manteau déchiré. Chaque point tirait sur ses côtes, mais il travaillait d'un rythme régulier. Le bandage sous sa chemise était sec, le saignement presque arrêté. Il bougeait encore comme un homme dont les os brûlaient sous la peau, mais ne gémissait pas à moins d'y être contraint. Sana déchira une bande de tissu d'une vieille couverture, et avec Ta, en fit un renfort pour l'épaule de sa robe. Elle ne cousait pas par pudeur, juste assez pour que le tissu tienne. Aoi était sortie pour fendre le bois restant. Mérite ne l'arrêta pas, elle maniait la hache avec maîtrise. Ils savaient tous que le travail s'apprend vite ou pas du tout. Ta disposa les plats sur la table, haricots et viande séchée, chaud malgré tout, et personne ne se plaignit. Elle mangea près du feu, silencieuse, mais plus détendue. Le retour d'Aoi marqua la fin de cette tâche, la cabine reprenait vie. Le lendemain, Sana proposa de vérifier la vallée. Si les corps ne sont pas enterrés, les animaux les disperseront et d'autres viendront. Mérite acquiesça et précisa qu'il irait seulement pour couvrir les traces, tandis que Sana le prévint encore de sa blessure. Ils ramassèrent le strict nécessaire, cordes, pelles, couverture et couteaux. Ta resta au feu, observant la crête. La neige avait fondu sur le sol, mais pas encore accumulée. Leurs pas furent prudents. Les corps des hommes tués par Mérite restaient là, immobiles, mais les odeurs commençaient à se répandre. Avec les pelles, ils recouvrirent les cadavres et dispersèrent les cendres, assez pour effacer la piste. Mérite indiqua les taches de sang, et Aoi fit de même plus bas. Sana questionna encore, celui qui avait fui, mourra-t-il ici? Mérite scruta la vallée et répondit qu'il n'y retournerait pas. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas, mais Mérite fit une pause, Sana à ses côtés, patiente. De retour à la cabine, Ta ouvrit la porte et avait maintenu le feu et le rangement. Aucun ne prépara de bagages. Mérite posa son fusil et dit qu'il fallait rentrer plus de bois avant la prochaine tempête. Aoi sortit récupérer ce qu'elle avait fendu. Ta changea les couvertures et ne considéra plus l'espace comme étranger. Sana se lava et réajusta sa robe. Mérite observa, détourna le regard et coupa du bois. L'après-midi tomba, le vent cessa complètement, annonçant la prochaine neige. Aoi rapporta le dernier tas de bois. Ti demanda si, au printemps, il resterait là. Mérite ne leva pas les yeux, ce serait par choix, non par contrainte. Ils acquiescèrent. Sana grava 3 petits traits sur la poutre, un signe de reconnaissance pour elle. La nuit tomba, et pour la première fois, l'incertitude disparut. Chacun occupait sa place, présent mais sans tension. La neige continuait de tomber, douce. À l'intérieur, personne n'était seul, personne n'avait peur. Le futur n'était plus vide, il appartenait à ceux qui avaient choisi d'y rester.